Éric Besson, nous avons été rejoints par Mélanie Delattre, journaliste économique au Point, qui a publié d'ailleurs il y a ces jours-ci avec Emmanuel Lévy, un autre confrère, un quinquennat à 500 milliards, parce qu'elle se pose beaucoup de questions sur la politique économique de Nicolas Sarkozy. Mélanie. Bonjour Monsieur Besson, bonjour Olivier. Bonjour. Alors donc on vient de perdre le triple A, ça tombe bien parce que dans notre livre, nous on avait remarqué que Monsieur Sarkozy n'était pas l'homme, n'était pas homme à prendre beaucoup d'attention, à faire beaucoup attention au déficit. Donc on a fait les calculs avec Emmanuel Lévy. Donc sur 630 milliards de dettes supplémentaires, seuls 110 sont dus à la crise. Donc Nicolas Sarkozy a laissé voler les rubans. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu porter plus d'attention pendant ce quinquennat à la question des déficits ? Je n'ai pas lu votre livre, je le regrette, il vient de sortir. Oui. Il sort mercredi. Donc je ne connais pas vos calculs. Je note simplement qu'ils sont totalement divergents avec ceux de la Cour des comptes. Ah non, ils sont en ligne. En fait, on a pris les 150 milliards qui sont liés purement à la politique appliquée par Nicolas Sarkozy, mais nous avons aussi pris la non-correction des politiques héritées du passé, c'est-à-dire on ne corrige pas les erreurs qui ont été faites par les... Et la non-correction, vous l'imputez à Nicolas Sarkozy? Bah oui, parce que quand on hérite d'une voiture, on regarde dans le capot ce qu'il y a, monsieur. Très bien. Donc voilà. En fait, Nicolas Sarkozy, dans votre thèse, est responsable de tout ce que nous avons fait collectivement depuis 30 ans. Disons que tout lui est imputable. C'était l'homme de la rupture, donc c'est vrai qu'on attendait une rupture aussi en matière de déficit public. C'est une conception particulière, moi je ne la partage pas, mais vous êtes libre de la dire. Il n'y a pas de regrets à avoir en matière de déficit. Disons qu'au départ, il n'était pas très obsédé par les déficits et qu'il s'y est collé vraiment durant les 15 derniers mois. Est-ce que vous croyez qu'en campagne, comme il était en 2007, dire « je ne remplacerai pas » un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Est-ce que vous pensez une seconde que c'est populaire en France ? Bon, donc un candidat qui dit ça, c'est peut-être qu'il a une petite idée de ce qu'il estime être la dérive des finances publiques. Lorsque il a été élu, que nous avons été nommés, instantanément, il nous a demandé, je vous l'ai raconté tout à l'heure, de mettre en place cette revue générale des politiques publiques, mais qui a abouti à beaucoup de réformes. La réforme des hôpitaux, la réforme de l'armée. J'ai entendu hier Hervé Morin, sans targuer au bon sens du terme, la revendiquer en disant j'ai fait économiser 1,5 milliard d'euros à l'armée, etc. Nous n'avons cessé de réformer. La réforme des retraites, vous pensez que c'était une réforme totalement populaire qui, aujourd'hui, prétend encore revenir à la retraite à 60 ans, comme on l'avait entendu depuis plusieurs années. Le Parti socialiste qui a voté contre et son candidat, aujourd'hui, vous avez noté, n'en parle plus ou aux marges en disant ça serait plus à 18 ans, mais à 20 ans pour ceux qui ont des travaux pénibles. Non, mais alors, c'est là qu'aussi on a une petite frustration, parce qu'effectivement, Nicolas Sarkozy a lancé un certain nombre de chantiers, mais nous, on a regardé. Et c'est vrai qu'au niveau budgétaire, au niveau financier, souvent parce qu'il n'est pas allé au bout ou parce qu'il a lâché du lest, par exemple en accordant des augmentations dans le cas du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, il a lâché des primes et d'autres avantages. Donc au final, budgétairement, c'est très faible. Donc il est responsable de tout ce qu'on a fait depuis 30 ans et il est allé dans la bonne direction, mais il n'est pas allé assez loin. Il se peut peut-être qu'il y ait une autre chose qui soit survenue, c'est-à-dire la plus grande crise que nous ayons connue depuis un siècle. Et que, bien sûr, ça c'est la défense depuis le début, on l'a bien vu. C'est la défense, mais nous, on a fait les calculs et ça, c'est 110 milliards madame, sur 6 si ans. vous voulez bien, je ne doute pas de l'intérêt de votre livre, je voudrais juste sortir de votre livre et de vos calculs et vous dire juste... Mais la Cour des comptes dit, par exemple, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux n'a pas rapporté, en termes financiers, j'entends bien, n'a pas rapporté grand-chose. Mais d'abord, le simple fait que ça ne continue pas à augmenter, c'est une inflexion très importante. Et deuxièmement, l'une des raisons pour lesquelles ça n'a pas apporté autant, c'est que ça a été accompagné d'une revalorisation du salaire des fonctionnaires. Les fonctionnaires français sont mieux payés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2007. Oui, mais là maintenant, monsieur Besson, on se trouve devant la nécessité de réduire de façon drastique les dépenses publiques. Depuis le début de l'émission, j'essaie de dire une phrase que je voudrais passe un deal. Je la dis tout de suite et après je n'insiste plus. En 2008, nous avons une crise qui est une crise financière majeure. Elle vient des excès de la finance et de la spéculation financière. Le moment clé, c'est la chute de Lehman Brothers. À ce moment-là, le monde est en danger majeur. Que font les États ? Les États décident tous de plans de relance et donc
on coupe tous dans la réduction des déficits, c'est vrai, parce que dans ces cas-là, quand tout va mal, l'État, et c'était considéré comme tel jusque-là, est assureur en dernier ressort. Il lui appartient d'empêcher la mécanique économique de s'enrayer, il lui appartient de relancer. Et tous les États européens, et quasiment tous dans le monde, ont tous effectivement relancé l'investissement. Je ne vais pas vous ennuyer avec mes chiffres, mais c'est très faible comparé au déficit qui est affiché. Mais par contre, on peut peut-être parler, puisque vous nous parlez de la dérive du capitalisme financier, là, Nicolas Sarkozy veut faire adopter une loi Tobin. Je peux juste votre démonstration, puis après on pose la question. Les États se sont donc endettés davantage, pour beaucoup d'entre eux, pour relancer la machine économique et empêcher une forme d'arrêt complet de l'appareil. Et à ce moment-là, un certain nombre de pays, dont la Grèce, mais pas seulement la Grèce, préalablement l'Irlande, etc., se sont retrouvés en difficulté. Et on a vu quelque chose qu'on n'avait jamais intellectuellement imaginé, qui est que les États pouvaient être insolvables, qu'un État puisse être considéré comme en faillite. Et nous sommes entrés depuis dans une crise de la zone euro, pour lesquelles on a pris un certain nombre de mesures importantes, dont les accords du 9 décembre, mais qui malheureusement n'ont jamais totalement suffi à enrayer la crise. Dans ce combat-là, deux personnes ont été en pointe, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Et on en est là. Puisque là, le Premier ministre hier a dit on va faire de la restructuration, il n'y a pas d'autres économies pour le moment, Est-ce que la rentabilité des restructurations sera suffisante? C'est la moitié de ce qu'il a dit. Vraiment, on n'augmentera pas les impôts? Quelle forme ça prend? Et est-ce que les collectivités locales, par exemple, sont mises à contribution? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets? Ce que vous avez rappelé n'est que la moitié de sa formule. Il dit il n'y aura pas de troisième plan de rigueur, parce que ce serait une erreur, parce qu'en même temps, nous avons la préoccupation de la croissance. Pas tuer la croissance. Eh bien oui, et c'est ça la difficulté de gouverner actuellement, c'est qu'à la fois, il faut tenir compte des déficits, de tenir compte de l'avis des agences de notation, etc., et en même temps, ne pas casser la croissance. Et le Premier ministre dit par ailleurs qu'il a la marge de manœuvre. Notre budget a été établi sur la base d'une croissance de 1%, avec 6 milliards gelés au cas où, c'est-à-dire au cas où la croissance passerait de 1 à 0,5%. Et il a donc dit, nous nous adapterions. Mais il faut tenir cette ligne de crête, c'est-à-dire à la fois réduire les déficits et en même temps ne pas casser la croissance. D'accord. Alors vous parliez des dérives du capitalisme financier. Pourquoi arriver tout en fin de mandat avec cette fameuse taxe Tobin sur les transactions financières alors qu'on en parle depuis 2008? Est-ce que c'est pas trop tard? Et la même chose pour la règle d'or, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on se rend compte qu'on est au pied du mur à la veille de la nouvelle présidentielle. Qu'un homme politique et un chef d'État adapte le rythme de son urgence à une situation économique donnée, c'est une évidence absolue. L'urgence de la gouvernance internationale est encore plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2007. Mais si vous vous rappelez bien, le discours de Toulon dit maintenant Toulon 1. Quel est le premier chef d'État à dire la crise est très grave? Elle doit nous conduire à revoir totalement les règles du jeu internationales. On a eu l'impression qu'il s'est passé beaucoup de temps et qu'on a perdu beaucoup de temps et qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment la marge de manœuvre qu'on avait à l'époque. J'entends bien votre démonstration. Il a eu raison sur beaucoup de choses, mais il n'est pas allé assez loin. Il se trouve que pour la gouvernance mondiale, pour créer le G20, pour créer un fonds monétaire européen, Nicolas Sarkozy, malgré son volontarisme, n'est pas tout seul à décider. Dans l'Union européenne, il y a 27 membres. Et au chapitre mondial, quand vous dites il faut que la Chine joue un rôle plus important, assume plus de devoirs sur le plan monétaire, il se peut que les Chinois aient leur propre rythme. Oui, mais c'est facile. Mais ils y viennent progressivement. Vous regardez par exemple ce qui vient de se passer entre la Chine et le Japon, c'est-à-dire qu'ils vont commercer directement sans passer par le truchement du dollar. Ça veut dire que pour la première fois, la Chine entre de plein pied dans les attributs de sa puissance. Justement, si on regarde bien la note de Standard & Poor's, cette agence dit il faut réduire les dépenses, mais il faut aussi soutenir l'activité, ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous croyez que cet événement qui s'est produit va amener Angela Merkel à comprendre
qu'il y a un certain nombre de décisions à accepter, notamment sur le rôle de la Banque Centrale Européenne, et puis surtout le fait que l'Europe n'est pas uniquement un territoire de sanctions et de pénibilité, mais qu'il faut aussi soutenir les activités. À titre personnel, je pourrais souscrire. Maintenant, tout le monde critique les Allemands, leur lenteur, et la classe politique française signerait volontiers votre motion. La seule petite difficulté, c'est que les Allemands, lorsque l'euro a été créé, demande française, c'est François Mitterrand qui les convainc à l'époque de passer du mark à l'euro. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on veut bien, mais en contrepartie, on demande une rigueur, et notamment ce fameux 3% maximum du PIB ils l'ont maintenant, alors est-ce qu'il n'est pas temps de passer à autre chose? Et donc ils ont le sentiment qu'aujourd'hui, un certain nombre de pays paient le fait qu'ils n'ont pas été rigoureux pendant des années. Est-ce qu'on peut leur donner complètement tort? Pour ce qui concerne la BCE, si on se réfère à un certain nombre d'économistes, oui, bien évidemment, la BCE tient entre ses mains une partie de la clé de la réponse à la situation actuelle. Mais, vous savez ce qu'il en est, par un accord général le 9 décembre, il est convenu que les États ne commentent plus les décisions de la BCE et s'abstiennent de donner le sentiment de faire pression sur elle. Vous voulez dire qu'elle fera des choses, mais qu'elle ne va pas nous en parler ce soir. Dans votre sens, je ne respecterai pas la règle du jeu qui nous est demandée. Alors un sujet sur lequel vous pouvez peut-être vous exprimer, c'est l'idée de protectionnisme qu'on voit monter. Donc j'ai des jeunes confrères qui ont écrit un livre, L'inévitable protectionnisme. C'est une idée qui met presque d'accord Montebourg et Marie. Vous vendez votre livre et ceux de vos confrères. Il y en a un troisième à venir ou pas? Non, mais ça met d'accord. Oui, il y en aura un autre tout à l'heure. Ah oui, ça met d'accord Monsieur Montebourg, Marine Le Pen. Vous, au gouvernement, est-ce que c'est un sujet que vous avez regardé? Est-ce qu'il y a un plan? Qu'est-ce qu'on fait? Et est-ce que c'est envisageable au niveau européen? Est-ce que c'est au niveau français? Ou est-ce que pour le moment, c'est un sujet qu'on ne regarde pas parce que c'est dangereux? D'abord, le protectionnisme pour un pays exportateur comme l'est la France, qui est le deuxième exportateur européen et le 5e mondial, c'est un non-sens. Dans notre intérêt même, le protectionnisme est un non-sens. Il y a beaucoup de groupes français, grands groupes français, dits du CAC 40, qui se portent bien aujourd'hui, qui font même des bénéfices et parfois des dividendes qui sont contestés. Vous avez noté qu'ils ne les font pas en France. Ils les font principalement pour leurs activités à l'étranger. Et que deuxièmement, la mondialisation pour eux peut être une formidable opportunité. Dans beaucoup de pays dits émergents, vous avez des classes moyennes qui atteignent un pouvoir d'achat qui peut être une source de débouchés pour les produits et services. C'est vrai pour les grands groupes, mais pour les PME, c'est vrai qu'en France, sur les marchés publics, elles ne sont pas protégées. Ce n'est pas le pays qui a fait le plus pour ces PME. J'y viens justement. Ce que nous plaidons, ce que nous demandons et ce que nous essayons de mettre en œuvre, et pour la France et au sein de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle la réciprocité. Nous disons que nous sommes ouverts à la compétition, mais que nous voulons une compétition à la loyale, avec les mêmes règles du jeu. Donc il ne faut pas manquer cette négociation-là, et c'est ce que la France, elle n'est pas la seule, nous sommes quelques-uns, à demander à ce que cette réciprocité soit demandée. Ça, c'est à l'OMC que vous voulez dire? Pays, pas seulement, dans les relations commerciales ou dans les discussions entre l'Union européenne et un certain nombre de grands blocs régionaux. Alors il y a une idée qui progresse en ce moment, c'est produire et acheter français. Alors, on a une question enregistrée de Jean-François. Monsieur le ministre, acheter français, est-ce que c'est acheter une Toyota Yaris faite en France ou est-ce que c'est acheter une Peugeot 207 faite en Slovénie? Moi, je n'ai jamais défendu le acheter français. Ce que nous essayons de défendre, c'est produire en France, que ce soit entreprise française ou entreprises étrangères implantées en France. Nous nous réjouissons lorsqu'il y a des investissements étrangers en France. Lorsque Toyota vient s'implanter à Valenciennes, ça a bien été considéré comme une bonne nouvelle. Que la France soit une terre d'accueil d'investissement peut être une bonne nouvelle. Ce qui est important, c'est que les entreprises françaises ou les entreprises étrangères aient intérêt à continuer à produire en France. Donc, pour répondre à la question, il vaut mieux acheter la Yaris produite à Valenciennes que la 207 produite en Slovénie. Je n'ai pas de conseils à donner aux consommateurs. Simplement, ce que nous essayons de faire, c'est d'accroître ce qu'on appelle la transparence, la traçabilité des produits. C'est-à-dire que le consommateur soit informé. C'est le label Origine France que nous promouvons. C'est un certain nombre
nombre d'outils. La porcelaine de Limoges, c'est une qualification, une nomination géographiquement donnée que nous allons promouvoir. Ça, c'est faire. Mais la France ne peut pas être schizophrène. Nous ne pouvons pas dire aux autres « achetez-nous nos locomotives Alstom, nos réacteurs nucléaires, nos Airbus, nos parfums, notre cosmétique, etc., etc. » et puis nous, prétendre fermer nos frontières. C'est non seulement contraire aux règles du jeu international, mais je le répète, c'est contraire à l'intérêt français. Alors justement, on a vu le gouvernement très mobilisé sur le sauvetage de 2 entreprises françaises, donc Petroplus et Sifrance. Alors est-ce que ça a un sens économiquement, puisque vous nous rappelez les règles économiques, de vouloir sauver des entreprises qui n'ont peut-être pas d'avenir, qui sont des canards boiteux? Et est-ce qu'il ne faut pas, le gouvernement arrive en dernier ressort, et est-ce qu'il ne faut pas plutôt avoir un grand plan industriel, quelque chose de plus prospectif qui regarde vers l'avenir, plutôt que d'intervenir au cas par cas? D'abord, le grand plan industriel, nous l'avons. Si vous mettez bout à bout tout ce qui a été fait sous ce mandat, suppression de la taxe professionnelle, triplement du crédit impôt recherche, c'est plus de 4 milliards on va en parler après, si vous voulez bien. Et demi d'euros. Mais est-ce qu'il faut vraiment intervenir tel Zorro, comme l'a dit M. Allègre, dans chaque... On y reviendra si vous le souhaitez, mais jamais aucun gouvernement n'a aider autant l'industrie que celui-là sur une base qui est d'avenir, c'est-à-dire innovation, recherche, investissement. Mais qu'en même temps, nous essayons de maintenir l'activité industrielle, l'emploi lorsque nous le pouvons, bien sûr. Et c'est pour ça qu'effectivement, pour Petroplus, nous sommes avec mon équipe en action. D'abord dans le dialogue avec Petroplus, j'ai reçu son président jeudi après-midi, et vendredi après-midi à Bercy, j'ai réuni toute la filière de raffinage pour essayer non seulement de discuter globalement du raffinage en France et donc des mesures structurelles que nous devons prendre, et plus spécifiquement, nous avons évoqué aussi le cas de Petroplus, et j'ai demandé à tous les acteurs de la filière, et notamment à ceux qui distribuent en France, de se mobiliser pour nous aider sur ce dossier. Vous croyez que ça va réussir, que cette raffinerie va pouvoir continuer à fonctionner ? Je suis raisonnablement optimiste, oui, je vois qu'un certain nombre de pistes suscitent, j'essaie de prendre des euphémismes, je ne peux pas tout vous dire aujourd'hui, je suis navré, un certain écho, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, c'est toujours Petroplus qui est à l'œuvre. Petroplus a obtenu de l'argent de ses banques jusqu'au 20 janvier. Et il lui appartient maintenant de dire très clairement, c'est pour ça que je voyais son PDG jeudi après-midi, ce qu'est l'avenir de Petit Couronne, spécifiquement. A-t-il ou non obtenu des banques la possibilité de poursuivre son activité, c'est-à-dire acheter du brut et produire des produits de raffinage, et quel est le sort qu'il entend réserver à Petit Couronne. Simplement, ce que nous faisons, c'est par sécurité, par anticipation et par prudence, nous commençons à prendre des contacts pour le cas où, je ne dis pas que ce sera l'hypothèse qui se produira, mais pour le cas où Petroplus serait en défaut sur Petit Couronne. Revenir sur le crédit impôt recherche peut-être, parce qu'il nous reste 4 minutes. Alors sur le crédit impôt recherche, on a regardé ça de près justement pour le livre, donc on a vu que ça bénéficiait aussi à des entreprises notamment financières qui font de la recherche sur des automates qui permettent de spéculer et qui au final vont à l'encontre de toute cette politique industrielle que vous menez. Alors est-ce que c'est pas paradoxal et est-ce qu'il ne faut pas changer... Attendez une seconde. Est-ce qu'il ne faut pas changer les règles d'attribution de ce crédit impôt recherche qui a très bien marché, ça a bien fonctionné comme dispositif, mais qui a arrosé aussi très large, qui a beaucoup d'argent a été donné à toutes sortes d'entreprises sans ciblage. D'abord l'idée que l'automatisation, la robotisation ou la productivité nuisent à l'emploi, c'est quelque chose... C'était dans la finance, c'est le trading haute vitesse, c'est pas franchement une innovation... C'est vrai dans tous les secteurs. Il y a de l'innovation dans tous les secteurs, y compris dans le secteur des services. Quel est l'objet du crédit impôt recherche? De maintenir en France, maintenir la localisation ou faire revenir un certain nombre de structures de recherche et développement qui soit avaient tendance à partir, soit s'interroger sur le fait de partir. Et bien ça marche. Est-ce que vous avez obtenu des résultats? Mais bien sûr que ça marche. Je n'ai pas apporté tous mes chiffres là. Mais dommage. Est-ce qu'il y a encore un autre livre? Oui, excusez-moi, ne dites pas dommage en souriant. Le simple fait que ce soit 4,5 milliards sur le budget de l'État vous prouve instantanément que ça marche, puisque c'est
ça dépend dans quelle poche ils vont. Mais c'est pas la poche, c'est celle des entreprises. Ça veut dire que seules les entreprises qui font de la recherche et du développement en France peuvent obtenir le crédit impôt recherche. Donc si ça coûte, c'est bien parce que les entreprises ont fait de la recherche en France. C'était bien l'objectif. Et le fait qu'il ait été multiplié par 3 en 4 ans veut dire que les efforts de recherche et de développement en France ont été multipliés par au moins 3 en 4 ans, donc ça marche. Mais alors, puisqu'on parlait d'un autre livre, il y en a un autre, effectivement, qui a été publié, qui est celui de Jean-Louis Beffa, un ancien grand industriel de Saint-Gobain, qui dit, c'est vrai quand même que ce crédit impôt recherche, il facilite aussi la tâche des entreprises financières qui travaillent à trouver des mécanismes qui détruisent l'économie réelle. Oui, c'est ce qu'on vient d'évoquer, je ne vais pas vous refaire la même réponse. Quand même. Attendez, soyons clairs, le crédit impôt recherche, pour plus de 80%, il a été orienté vers le secteur industriel. Alors, donc, au-delà de ça, est-ce que la France ne s'est pas justement jetée dans le modèle anglo-saxon sans aller jusqu'au bout, parce qu'on n'a pas de fonds de pension et qu'aujourd'hui notre dette ne nous appartient plus. Donc avec ce triple A, on revient à la question de, on est pris au piège. On est à la fois très ouvert, on accepte toutes les règles du capitalisme anglo-saxon, à la fois on n'a pas on n'est pas détenteur de notre propre dette. Comment on s'en sort? Attendez, on accepte toutes les règles du capitalisme anglo-saxon. Allez dire ce que vous venez de dire aux capitalistes anglo-saxons, à la City londonienne ou à Wall Street. S'il y a quelqu'un qui a incarné la régulation du capitalisme depuis 5 ans dans le monde, je ne dis pas en Europe, en mais parole, dans le monde. Mais dans les faits, j'ai du mal à voir. Mais comment vous pouvez dire ça? Donnez-moi des exemples. Le G20, qui l'a mis sur la table, qui l'a proposé, et est-ce que oui ou non c'est devenu quelque chose qui est accepté maintenant par tout le monde? Oui ou non? C'est Nicolas Sarkozy, le G20? Le G20, ce n'est pas une décision de régulation précise. Non, mais est-ce que oui ou non... La taxe Tobin, elle est toujours pas faite. Est-ce que c'est une structure de gouvernance ou pas? Oui, c'est une réflexion intéressante, mais concrètement... Les mesures dites de Bâle 3, les limitations de bonus, oui ou non, c'est l'action de Nicolas Sarkozy sur la scène internationale. Pourquoi voulez-vous systématiquement essayer de suggérer que soit il n'a rien fait, soit il n'est pas allé trop loin? Parce que, pardon? Non, parce que les anglo-saxons ont fait la même chose, ont été même plus loin, donc il y a une certaine frustration. Les anglo-saxons ont été plus loin. Est-ce qu'il vous a échappé que le seul à ne pas avoir accepté les accords du 9 décembre lors de la dernière réunion, c'était M. Cameron, le Premier ministre britannique? Ils ont séparé les banques et je m'y connais un peu sur le sujet, désolé. Je suis certain que vous y connaissez, mais oui ou non, le seul qui n'a pas accepté les règles du jeu du 9 décembre du dernier Conseil européen, c'est le Premier ministre britannique. Et il ne l'a pas fait en disant qu'il n'acceptait pas la régulation financière proposée par Nicolas Sarkozy. C'est fini. Voilà, merci beaucoup Mélanie. On va marquer une pause pour le journal du 19h et ensuite vous aurez un débat sur quelle politique industrielle, c'est-à-dire dans quel secteur peut-on espérer recréer des emplois, avec Jean-Vincent Placé qui est le numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts et qui préside le groupe de ce parti au Sénat. À tout à l'heure.